Et donc on va maintenant accueillir Marcel Lebrun qui va nous parler de l'hybridation, hein, et nous apporter cette fois-ci un certain nombre de réponses pédagogiques par rapport à ces constats qui ont été établis par rapport justement à l'opposition entre la culture des écrans et la culture livresque. Et donc, voir quelles réponses le pédagogue va pouvoir apporter à ces questionnements. Alors, Marcel Lebrun, vous le savez certainement, est engagé dans les MOOC, hein, les Massive Open Course, et justement propose un MOOC connectiviste qui est en cours en ce moment, qui s'appelle eLearn au carré, et dans lequel une communauté d'apprenants extrêmement dynamique apprend justement à construire, concevoir des ressources à destination soit de professeurs, soit d'étudiants. Et vous le connaissez également certainement pour toute sa réflexion autour de la classe inversée. Voilà, donc je vais le laisser en parler de façon plus disserte que. Bien, bonjour à toutes et à tous. Très honoré d'être parmi vous devant une assistance aussi nombreuse pour finalement tenir un discours où vous verrez pas mal de similitudes et de complémentarité avec ce que Monsieur Tisseron vous a parlé de la culture du livre et de la culture des écrans. Il parlait de complémentarité, je parle d'hybridation. C'est peut-être pas tout à fait la même chose, mais vous verrez qu'il y a malgré tout beaucoup de similitudes. Alors, parler de l'hybridation et de l'école numérique, c'est finalement parler des technologies. Et je suis toujours frappé dans les différents discours. Ça va? D'accord. Je suis toujours frappé dans les différents discours des oppositions relativement stériles que l'on dresse entre finalement les évangélistes des technologies par lesquels nous allons droit dans une révolution finalement incommensurable et les autres que certains appellent les grognons qui nous disent que finalement l'école va à sa perte, etc., etc. Alors, ces discours sur les technologies, on a parlé tout tantôt des MOOC, si on veut, etc. On les retrouve et figurez-vous, ça remonte déjà très loin. Je commence généralement mes interventions en parlant de quelque chose de très ancien qui parle finalement des technologies. Monsieur Tisserot a parlé de cette évolution de la culture qui passe par l'écriture, le livre et finalement maintenant le multimédia, Internet. Et déjà Socrate racontait, non en fait Socrate n'a rien raconté, nous n'en savons rien. Cette citation on la trouve partout sur Internet, signé Socrate. Ben non, il n'y a que Platon qui a pu parler de Socrate parce que Socrate, justement, haïssait vraiment très profondément l'écriture, écriture qui, comme vous le savez bien, a été apportée aux hommes par le dieu Thoth. Alors voilà, j'ai dit son nom. Pour ceux qui sont de ce côté-là, c'est le dieu des technologues. La première fois qu'il fait son apparition, il amène l'écriture. Et vous le voyez, il dit avec l'écriture, c'est génial, les hommes ne perdront plus la mémoire et leur sagesse deviendra infinie. Et le pharaon à qui il s'adressait, qui n'était quand même pas né de la dernière crue du Nil, lui dit, mais qu'est-ce que tu me racontes là? C'est juste le contraire. Si on écrit, on ne va plus exercer la mémoire, on risque de la perdre, et la sagesse, c'est pas dans les livres. Eh bien, ce raisonnement, finalement, le côté clair et le côté obscur de la force, si je dois être clair, eh bien, finalement, on l'a retrouvé avec toutes les technologies. Et l'innovation n'a jamais choisi son camp. Il n'y a jamais, finalement, ou rarement sans doute,
une innovation qui a remplacé quelque chose d'autre. Il y a eu des mélanges subtils. Le cinéma n'a pas remplacé le théâtre. On disait ça à une certaine époque. Vous allez voir, les théâtres vont fermer. Mais non, les théâtres se sont inspirés de certaines dramaturgies du cinéma et le cinéma a réutilisé des éléments du théâtre. Et donc, chaque fois, l'innovation, ne vous inquiétez pas avec les pour et les contre, chaque fois, l'innovation va se frayer un chemin. Et bien sûr, un des derniers avatars, une dernière apparition du dieu Thoth, la voici. Évidemment, Steve Jobs présente sa tablette à l'humanité réjouie. Alors, vous allez me dire, oui, c'est bien beau, on vous comprend, évitez d'aller dans les excès, trouver ce qu'on pourra appeler des tierces places, là, faire voyager le curseur. Comment allons-nous faire ça? Comment allons-nous faire? Eh bien, peut-être, et c'est peut-être dans une vie passée, ma formation de scientifique qui est là, c'est d'essayer de retrouver des invariants, des principes de cohérence qui peuvent nous guider à construire cette classe de demain et à moi surtout à construire ma conférence. Alors, ce principe de cohérence, les enseignants me disent « Oh là là, mais on sait ça depuis toujours. » Ok, on sait ça depuis toujours, mais le mettons vraiment en pratique. Quand on entend parler des référentiels de compétences, des équipes travaillent des mois, des années parfois là-dessus, et je dis, quand ce sera fait, il faudra quand même s'y mettre pour faire quelque chose dans la classe. Je suis parfois un peu cynique par rapport à tout ça, mais ça m'agace un tout petit peu, je parle de l'enseignement supérieur, où on reconstruit des référentiels de compétences qui ont déjà été prononcés dans les indicateurs de Dublin par la communauté européenne. Bref, développer l'esprit critique, la communication, le travail en équipe, savoir gérer des projets. Ils travaillent des mois et ils retrouvent tous pratiquement la même chose. Alors, le principe de cohérence. Le principe de cohérence, bien sûr qu'il va s'appuyer sur des objectifs. Si on ne sait pas où on va, disait Maguire, on risque de se retrouver ailleurs et de ne pas le savoir, ce qui est sans doute beaucoup plus grave. Donc les objectifs, oui, ils sont impératifs, on en parlera un petit peu. Nous parlerons surtout des méthodes. Alors dans méthode, j'ai insisté sur ce « O », pour rappeler que la méthode signifie méta-odos, odos le cheminement, c'est-à-dire comment aller vers cet objectif. C'est bien beau de dire on va développer l'esprit critique, l'autonomie, mais comment on va faire? En continuant des cours magistraux? Je crois pas. Et finalement, cette cohérence qui avait déjà été illustrée par Bix, moi je l'ai complétée avec la considération des outils. Bien sûr, tout le monde m'a dit, mais enfin Marcel, l'outil n'est que l'outil. Ben oui, évidemment, l'outil n'est que l'outil, quelle belle phrase bien construite. Mais avouons quand même que cet outil est en train de changer des choses très profondes. On parle de l'école, mais nous, on voit beaucoup, ils ont des smartphones, j'en ai même vu qui tweetaient, qui étaient sur Facebook. Nous commandons nos voyages par Internet, nous lisons parfois des billets de bloc. Donc cette transformation, elle est finalement très profonde. Et donc, moi, je vous invite à travailler. Bien sûr, les objectifs, j'ai tantôt un peu été cynique par rapport à ça, mais également la cohérence avec les méthodes, les outils, et finalement aussi l'évaluation. Comment va-t-on savoir qu'on y est arrivé? Comment va-t-on mettre aux mains des apprenants des outils qui vont leur permettre de savoir qu'ils y sont arrivés? Comment allons-nous évaluer la qualité, la cohérence de notre dispositif? Et donc, je vous le disais, ces trois questions sur objectif, méthode, outils, elles vont se scander un tout petit peu en essayant de faire très modestement une œuvre de cohérence. Elles vont scander ma conférence. Alors, les questions d'objectifs, je parle volontiers de nécessité. Nécessité par rapport à une société complexe.
Je n'emploie pas le mot complexe au sens habituel, on en a parlé tout à l'heure. Cette société que nous avons connue avec le maître, comme on disait sur l'estrade, qui s'adresse à ses disciples, à ses élèves, ben je pense que ce temps, quelque part, est révolu. Non pas, je vous l'ai dit, que ça va disparaître. Aucune technologie, aucune façon de faire n'a tout à fait remplacé une autre, mais malgré tout va donner des poids différents à ces différents modes d'intervention. Et donc, si nos sociétés passent vraiment d'une société top-down, le maître qui sait et qui dit à ses élèves, voilà comment il faut faire, à une société non pas bottom-up, ça voudrait dire que le up est toujours là, mais à une société beaucoup plus horizontale, je dirais, empreinte et marquée par le connectivisme, ben je crois que la seule survie possible pour le citoyen, et pour l'élève bien sûr, c'est de développer cette autonomie, cette pensée critique, cette collaboration, cette façon de pouvoir gérer des projets, etc. Et donc, une des questions majeures entre ce que j'ai appelé le bottom-up et l'horizontal, c'est finalement de dire et de redire à des enseignants, à des formateurs, cette différence énorme entre l'apprendre et l'enseigner. Je ne crois pas qu'il y aurait les querelles actuelles sur les MOOC, on a parlé des MOOC traditionnels et des MOOC connectivistes, si on était capable de distinguer, bon Dieu, qu'est-ce que c'est enseigner et apprendre? Qu'est-ce que c'est cette image que, oh, sans doute pas vous, mais beaucoup ont du fait que j'enseigne, donc ils apprennent. Mais enfin, c'est vraiment fermer les yeux ou mettre la tête dans le seau de sable, je ne sais pas. Alors apprendre, évidemment, vous le savez bien, c'est pas que recevoir des informations, accroître ses connaissances, ce n'est pas non plus que comprendre, appliquer, mettre en place des méthodes, c'est pas seulement dégager du sens, modifier ses représentations, ce n'est pas seulement l'interaction, l'action avec les pairs, c'est pas seulement se développer personnellement, c'est tout ça à la fois. Et donc, il n'est pas question de dire que maintenant on va apprendre socialement avec les autres, etc. Non, nous aurons toujours besoin de références, de mentors. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des transformations qui vont devoir opérer. Ce qui est amusant, c'est que si apprendre ne se réduit pas à enseigner, et comme j'explique souvent à mes étudiants, pourtant dans le langage commun, c'est comme ça qu'on le dit. Vous connaissez la phrase de la maman à la sortie de l'école, ou du papa d'ailleurs, qui dit « Mais qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école aujourd'hui ?» La réponse est rien du tout. Vous ne pouvez pas apprendre à quelqu'un. Vous pouvez juste le mettre dans des conditions où il va apprendre quelque chose. C'est quand même très simple, non? Et donc, si on comprenait ça, on comprenait tout de suite que ces cours filmés par Harvard ou MIT qu'on appelle les MOOC, ben, ça garantit nullement l'apprentissage, pas plus que n'importe quelle ressource. Néanmoins, sommes-nous capables d'utiliser ces ressources? Nous avons déjà eu tant de mal à utiliser le livre, n'est-ce pas? Enfin, maintenant, ça a changé, mais je me souviens quand j'étais à l'école secondaire, mes parents recevaient la liste des livres à acheter. Il y en avait la moitié qui n'étaient pas souvent ouverts. Et donc, nous avons déjà eu du mal à utiliser le livre. Alors, la vidéo, numérique, etc. Quelles sont vraiment nos portes de salut? Et pourtant, aussi, enseigner, ça ressemble très fort dans ses intentions à l'apprentissage. Le maître transmet l'information, fait passer des savoirs, gère des interactions, accompagne l'apprentissage, etc. Et nous savons bien, c'est enseigné en formation d'enseignants, qu'il y a
la théorie du développement professionnel des enseignants, où on sait bien que l'enseignant commence par des approches contenues, ensuite il se soucie de son dispositif, et seulement après il va dire « Oups, j'ai des apprenants devant moi ». Et ils ne sont pas tous les mêmes. Ah oui, parce que le dispositif, généralement, c'est quelque chose qui va passer au travers de tous les styles, l'élève neutre, moyen, etc. Et donc, cette évolution, je pense que jusqu'ici, on pouvait dire, oui, mais c'est quand même pas si important, l'important c'est de faire bien son cours, etc. Je pense que ça devient tout à fait indispensable, surtout que on a montré que l'appropriation des technologies par les enseignants résultait aussi d'un chemin d'apprentissage. Et que tout ce que j'ai dit sur l'apprentissage, vous allez être aussi, la plupart d'entre vous, des apprenants par rapport à ces technologies. Et on montre bien dans les modèles que l'enseignant commence par des phases de substitution. Il utilise les outils pour faire la même chose qu'il faisait avant. Nous faisons tous cela. Quand nous achetons un nouvel appareil photo numérique, nous ouvrons la boîte, un manuel de 250 pages. Attention, bien charger les piles. Oh, ça prend des photos. Et en faisant ça, on passe à côté de ces fonctionnalités nouvelles que vont apporter l'outil. Et c'est à ce moment-là où on va considérer ces nouvelles fonctionnalités, réglage de la sensibilité, de la balance des blancs, qu'on va passer dans l'augmentation. Et puis finalement, cet outil-là lui-même, qui n'est que l'outil, va changer nos usages. On va modifier nos façons de faire jusqu'à finalement donner des nouveaux rôles, de nouveaux attributs, des nouvelles façons de conserver sa collection de photos, de la diffuser sur Internet, de la partager autrement, etc. Et donc, ce que je veux vous dire par ça, patience, doucement. Utiliser les technologies, c'est aussi apprendre. Et l'apprentissage, il ne se fait pas en un claquement de doigts. Nous allons passer par différentes étapes pour passer finalement de cet enseignant, j'enseigne, mais apprennent-ils? Donc, cette question du temps nous paraît tout à fait importante. Notre grosse difficulté, notre angoisse parfois, c'est parce que le temps de développement des technologies dépasse en tout cas largement notre temps de notre période propre, si vous voulez, d'assimilation des nouveautés et de mise en application. Le temps propre des enseignants, c'est 1 an. Ben oui, quand on a fait quelque chose dans son cours et qu'on veut le reproduire dans un autre cours, ça ne se passe pas demain, on ne va pas réguler demain, mais on va réguler pour plusieurs mois en avant. Alors, savoir et compétences, évidemment, on les oppose souvent, pourtant là aussi, ils sont parfaitement imbriqués les uns dans les autres, et j'évoque cette belle vidéo, je suppose que vous aurez aussi mon diapo, cette conversation entre Michel Serres et Bernard Stiegler, 2 philosophes qui s'intéressent aux technologies, avec en particulier Stiegler qui dit, à propos des réseaux sociaux, ce n'est pas la technologie, les réseaux sociaux qui sont toxiques, ils révèlent simplement notre incapacité à les socialiser. N'oubliez pas que l'outil n'est que l'outil et que quelque part, la question des usages, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je vois dans ce salon et ailleurs des tas de présentations de possibilités, de potentiels fantastiques. Ma question, c'est les usages. Que vont en faire, in situ, si vous voulez, les enseignants? Et Michel Serres nous dit, par ailleurs, vous connaissez Petite Poussette, hein, il nous dit, voilà, le savoir, il est transmis, nous utilisons des appareils comme ceci pour externaliser une partie de notre mémoire, souvenez-vous de la fable de Socrate, et nous avons peut-être le cerveau un peu plus vide parce qu'il y a des éléments d'information que nous ne retenons plus, mais nous avons le cerveau libre pour faire d'autres choses.
Et j'adore cette conclusion dans une de ses conférences où il dit « Les technologies nous condamnent à devenir intelligents ». Autrement dit, à retrouver des niches, des usages pour ces outils, évidemment pas pour faire bling bling, mais pour apporter des valeurs ajoutées à l'apprentissage. Et donc, l'apprentissage, les objectifs, oh, j'aurais pu vous en parler longtemps, mais le temps m'est compté. Ben, je parle, oui, j'en ai parlé tout à l'heure à propos des référentiels de compétences, de ces compétences de l'élève du XXIe siècle où on retrouve la collaboration, l'esprit critique, la résolution de problèmes, la créativité, la responsabilité sociale, culturelle, la communication, la littératie numérique et d'autres. Et je n'ai pas envie tellement de m'appesantir là-dessus. Vous savez bien qu'il s'agit de compétences transversales, voire transversales parce que, elles ne sont jamais tout à fait développées. On commence à les développer quand les petits-enfants, là, je sais pas, 3-4 ans, disent pour la première fois un cinglant « non » à papa, maman, l'histoire commence quelque part. Et donc, ces compétences, elles vont se développer toute la vie durant. On ne peut pas dire à un moment, voilà, j'ai développé la compétence en collaboration, en travail d'équipe. Elles sont transversales parce qu'elles appartiennent aussi à plusieurs disciplines en même temps. Elles sont démultiplicatrices parce que, en les maîtrisant, elles nous permettent d'accéder et de construire de nouveaux savoirs dans différents contextes. Et donc, je pense que le but est marqué. Évidemment, je vous l'ai dit, je ne néglige pas les compétences, les capacités, on pourrait dire, purement disciplinaires. Hein, les maths, c'est pas tout à fait l'histoire malgré tout, mais je mets quand même l'accent sur cette transversalité des compétences qui, comme je le dis toujours, vont transpirer de la méthode. C'est par la méthode que l'enseignant va mettre en place que de telles compétences vont se développer. On va pas quand même commencer à faire des cours d'esprit critique, de communication et de collaboration. On a besoin de learning by doing avec de la régulation, évidemment. Alors, c'est vrai, ils sont là, on en a parlé, la génération YouTube, de la vidéo, la génération C, les Québécois les appellent comme ça parce que paraît-il, ils utilisent les outils technologiques pour communiquer, collaborer et créer. Beaucoup de personnes disent « Ah, mais regardez un peu ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, hein, c'est quand même pas ça de l'apprentissage. » J'ai envie de dire non, mais pourtant, ce sont des compétences. Et je vous l'ai dit, les compétences, elles commencent quelque part. Et c'est au travers des expériences, des méthodes, des situations, problèmes, etc., que l'élève va progressivement les construire. Le petit enfant, là, vous savez, ses premiers pas, il marche pas encore très bien non plus. Il va acquérir ça avec l'expérience future. Donc, restons humbles par rapport à tout ça et n'allons pas imaginer qu'une compétence, on va la développer comme ça parce qu'il y aura des outils technologiques et je vais donner un cours sensationnel avec des méthodes innovantes. Alors, les méthodes, oui, elles appartiennent, elles, plutôt au domaine des conditions. Alors, je peux pas vous parler vraiment des pédagogies par problème, par projet. D'ailleurs, vous connaissez très bien ça. J'affiche simplement une phrase qui, pour moi, j'en ai quelques-unes, est une phrase pilote. Former, c'est transmettre, former, c'est faire interagir. Oui, on a vu ça. Enseigner, c'est donner à l'apprenant des occasions d'apprendre, point à la ligne. D'accord ? Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. C'est vous qui allez être les ingénieurs de ces dispositifs et de ces méthodes dans lesquels l'étudiant va apprendre. Oui, mais ils n'apprendront pas tous. Dans le magistral non plus. D'accord ? Ça marche pas toujours très bien. Mais je pense que, en plus, on va pouvoir peut-être justement aller vers ces compétences de nature transversale. Alors moi, ça me rassure, comme j'ai été, je vous l'ai dit il y a longtemps, un physicien, même Einstein le disait, j'enseigne pas à mes élèves, je leur donne des occasions d'apprendre. Et alors, voilà, Michel Serres qui dit, que transmettre ? Le savoir ? Voilà, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
Le savoir, il est externalisé. Vous savez, c'est une vieille histoire, ça. L'école. Allez, bien sûr, il y a un sacré Charlemagne, mais on va dire le Moyen-Âge. Une époque où le livre était rare, et il était nécessaire qu'il y ait un clerc, un sage, un prof, qui fasse la lecture ex cathedra et donne l'interprétation des textes. Et bien souvent, moins probablement au primaire que dans le secondaire, et moins dans le secondaire que dans le supérieur, on en est resté dans ces formes ex cathedra, alors que une grosse partie des savoirs, on le voit bien ici, est complètement externalisée. Alors, on vous a certainement parlé du constructivisme, alors moi je vais vite là-dedans. Le constructivisme, c'est « je peux pas apprendre à ta place ». D'accord ? C'est à l'élève de construire ses connaissances. Bon, voilà, on sait. Le socioconstructivisme, Philippe Carré le dit très bien, on apprend toujours tout seul, mais jamais sans les autres. Voilà, j'ai déjà fait un pan d'histoire. Et puis maintenant, on nous parle du connectivisme. Alors, le connectivisme, c'est pas vraiment une nouvelle théorie. C'est Georges Siemens qui est là derrière. C'est lui qui a forgé le mot MOOC, d'ailleurs. Et il nous dit que, voilà, même les petits, on doit les former finalement à des professions, à des compétences qui ne sont pas toujours les professions et les compétences par lesquelles ils vont être formés par l'école. On va changer de métier, quoi, autrement dit. L'apprentissage informel devient, il l'était déjà, on apprenait beaucoup dans les cours de récréation, mais l'apprentissage informel devient sans doute encore beaucoup plus important. L'apprentissage est un processus continu, j'ai déjà accentué sur ce point. Les technologies sont quand même en train de changer notre câblage cérébral. Non pas tant que notre cerveau change, probablement qu'il n'a pas changé beaucoup du néolithique jusque maintenant, mais on se rend compte quand même qu'une personne qui lit un roman ou une personne qui parcourt des pages web, c'est pas vraiment les mêmes zones qui sont mises en place. Quand vous parcourez des pages web, vous dites, bon, où je vais maintenant? Ah oui, je peux cliquer là, mais là aussi, lequel je vais choisir? Et autrement, vous mettez en action des connaissances conditionnelles qui ne sont pas autant sollicitées par le livre dont on nous a parlé tout à l'heure. L'apprentissage devient quelque chose de répandu. Les enseignants apprennent, les institutions apprennent également. Pas mal de processus sont de mieux en mieux supportés par l'éthique, c'est comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que l'homme construit des outils. S'il a construit les premiers marteaux, vous savez, le fémur, là, dans 2001, Odyssée de l'espace, où un primate casse une noix de coco avec un fémur, c'était pour prolonger son action, prolonger son intelligence, prolonger aussi son action sur les autres. Et donc voilà, oui, l'outil nous permet de faire des choses que on ne pourrait pas vraiment faire aussi bien. Et alors ça c'est intéressant, les savoirs et les savoir-faire dont on nous parle, ils sont toujours là, il n'y a aucun problème, mais ils sont en train d'être supplantés par les savoirs où et savoir quand. Autrement dit, face à une situation problème, nous allons devoir convoquer des savoirs et il est important de savoir quand est-ce que j'avais rencontré ce truc-là, où est-ce que je vais trouver l'information. Alors l'e-learning, j'ai mis e-learning, c'est parce que j'avais pas beaucoup de place sur mon transparent, j'aurais pu mettre la formation en ligne, l'apprentissage en ligne. C'est vrai qu'on met beaucoup l'accent sur la médiatisation des ressources. On transforme les cours, les conférences en vidéo, on numérise les ressources, on a entendu souvent ce mot en France, et il y a tout un pan qui est celui de la médiation des interactions. C'est-à-dire finalement les interactions qui vont naître dans ce dispositif dans lequel apprenants et enseignants, enseignants et apprenants tout à la fois, vont interagir dans ce cadre lié à la construction et au partage des connaissances. Alors les ressources, vous le savez bien, il y en a de plus en plus. Ici j'ai pris un exemple du supérieur, les TED Conferences,
qui sont des petites capsules vidéo de 5 à 10 minutes d'un expert sur un sujet donné. Vous avez entendu parler de la Khan Academy, Salman Khan, qui commence à montrer comment on résout des équations sur une tablette. Il envoie ça à sa cousine qui dit « c'est génial, j'ai compris ». Il se dit « ah, je tiens un filon ». Il fait la Khan Academy. Avec quand même 7 à 8 ans de retard, les francophones ouvrent la Bibliothèque sans frontières en s'inspirant quand même très largement des travaux de Salman Khan. Juste pour vous dire que les ressources, elles sont là. Le savoir, il est déjà distribué, et pas seulement dans le supérieur. Hein. Moi, je veux pas entendre ces choses-là, oui, mais dans le supérieur. Moi, j'ai vu des institutrices qui demandaient à des groupes d'élèves de faire, vous savez, les trucs pour faire des multiplications par 99, par 101, par 11. Et les élèves devaient faire ça sur le tableau blanc interactif. Et donc, ils avaient préparé, l'institutrice les a filmés. Vous auriez vu le sourire de l'élève une fois qu'il avait expliqué aux autres la multiplication par 101. Et donc, ces ressources, elles sont là, on les trouve sur YouTube. Alors oui, Monsieur Tisseron en parlait, les MOOC débarquent. Alors, ils existent dans les pays anglo-saxons depuis pas mal de temps. Je pense qu'en France, la grosse nouvelle, c'était le 2 octobre 2013. Je me souviens, j'étais à Lyon, tout le monde parlait de ça. Création d'un truc pour l'apprentissage, pour l'enseignement. Vous l'avez appelé FUN, je ne sais pas pourquoi. France Université Numérique, bon voilà. Et c'était amusant parce que le soir, je vais voir sur mon ordi, je fais une copie d'écran, le monde de l'éducation. L'université française passe de l'amphi au cours en ligne, avec une phrase, mais choc. Comme les abbayes au temps de Gutenberg, les universités, dans leur forme actuelle, vont disparaître. Ah oui, vous riez. Eh bien, je vous jure qu'il y a des présidents d'universités et des recteurs qui rigolent pas du tout. Parce que ces cours-là, que vous avez connus dans les amphis, c'était quand même le core business des universités. L'expérience d'apprentissage, on peut en rigoler, mais c'était un prof que je voyais là-bas à 20 mètres tout en haut de l'amphi qui me donnait cours et que je peux quand même mieux voir sur la vidéo. Avec une avance spectaculaire, il y a un bouton pause. Ah mais ça a l'air rigolo, mais interrogez les étudiants sur les avantages des MOOC, c'est ce qu'ils vont vous dire. Et alors vous dites, oui, mais le bouton pause. Ben oui, ils peuvent arrêter, prendre des notes, revenir en arrière et toutes ces choses-là. Et donc, c'est vrai que ça pose des questions. Alors, les MOOC, ils sont nés en 2008 et ils sont pas nés du tout là-dedans. Il y a usurpation, je vous le dis. Les premiers MOOC, c'est de nouveau George Siemens et Stephen Downes qui sont là. Ils décident de faire un truc connectiviste avec une petite plateforme où on pouvait mettre quelques textes, des forums et des choses comme ça. Il y a personne qui s'appelle le prof, vous êtes tous des animateurs de la communauté et les gens échangent. Il y en a 2000, ils disent c'est donc massif, c'est ouvert parce qu'on ne demandait pas et vous avez votre diplôme pour suivre un cours comme ça? Non, vous le suivez. Voilà. Vous êtes intéressé à l'égyptologie, vous voulez lire les hiéroglyphes, eh ben vous suivez un cours sur les hiéroglyphes, il n'y a aucun souci. Et ce qui est terrible, c'est que ce mot MOOC a été repris par Berkeley, MIT, qui proposait des cours comme ceux-là avec un prof qui donnait cours devant un amphi. Et tout le monde me disait, c'est quand même pas de l'enseignement, hein, ça. Et moi je disais, vous êtes sûr? C'est quand même une expérience que nous avons tous rencontrée et que je suis en train de faire. D'ailleurs, maintenant, je m'en rends bien compte. Alors, évidemment, ces premiers cours filmés, ces universités se sont mis en consortium. Vous avez edX, vous allez voir EDX, vous allez trouver plein de cours sur toutes sortes de choses. Coursera, oui, ils sont en anglais, oui. C'est comme ça, ils ont commencé. Il faudra vite qu'on s'y mette pour en avoir en français. Je me demande si c'est une bonne idée, mais enfin, bon, on peut essayer. Alors même mon université qui travaillait dans les méthodes actives, voilà, mon université va produire ses premiers MOOC, c'est quand même pas mal, hein, on en a déjà hein, chez nous, donc on a beaucoup travaillé. Et de l'autre côté, on en a parlé tout à l'heure, vous avez les étudiants.
Ils ont des outils, ils les utilisent encore mal, des réseaux sociaux, ils savent s'envoyer des liens, des choses comme ça. Ils savent ouvrir un Google Doc pour travailler en collectif sur un même texte. Ils s'équipent de ce qu'on appelle leur PLE, leur Personal Learning Environment, leur environnement d'apprentissage personnel. Et puis eux aussi décident de se mettre en réseau. Ça donne le fameux MOOC connectiviste ITIPA. Je suppose que vous connaissez ITIPA. C'est quand même un produit français. Ça a été lancé par des collègues, Jean-Marie Gillot, Christine Vaufray, etc., qui était un MOOC connectiviste. Cette fois-ci, il n'y a plus de cours qui sont donnés d'en haut, mais on va travailler avec une communauté horizontale qui ressemble un peu aux communautés d'apprentissage et d'échange de pratiques qu'on connaissait déjà au Moyen-Âge. Donc, vous voyez un peu la résurgence des idées qui existaient déjà depuis longtemps, mais que les technologies nous invitent à revisiter. Et entre les cours qui sont donnés en ligne et les étudiants qui s'équipent de toutes sortes d'outils pour apprendre ensemble, vous comprenez que, je vous disais, il y en a qui rigolent pas. La question du campus se pose. Qu'est-ce qu'on va faire encore dans le campus? Alors on va me dire, mais enfin, vous rêvez complètement. Je peux vous dire que je rêve pas du tout et que c'est vraiment une question qui est en train d'être abordée très sérieusement et qui va demander, on le sait bien, que les enseignants soient peut-être moins des transmetteurs d'infos comme il y a 6 siècles, mais s'occupent plus de redonner du sens à la présence. Et donc, quelque part, les technologies dont on nous a dit qu'elles pourraient nous déshumaniser, ça va casser les relations humaines, on va faire de l'autisme cognitif, non, elles nous invitent à repenser la présence. Qu'est-ce qu'on va faire comme valeur ajoutée? Comment va-t-on mieux profiter quand des personnes se rencontrent? Et ça n'exclut rien. Je suis pas en train de critiquer la formule. Ça peut être une intervention d'1 heure et puis aller discuter avec d'autres personnes dans le salon. Mon propos n'est pas de remplacer l'un par l'autre, mais d'essayer de chercher des formes d'hybridation. Des hybridations entre savoirs distribués. La belle chose, les savoirs sont distribués, mais les connaissances, comment la personne se les approprie, savoir compétences, enseigner, apprendre, je vous ai dit la confusion, formation initiale continue, le LLL, Lifelong Learning, l'apprentissage toute la vie durant, présence, mobilité, flexibilité, l'interdisciplinarité, le campus qui travaille avec la région, avec des entreprises. Voilà toutes des formes d'hybridation, il y en a sans doute encore beaucoup d'autres. Alors le dispositif hybride, qu'est-ce que c'est? Ça ne correspond pas à l'évolution qui est là. Vous voyez la classe au Moyen-Âge. Alors attention, on va faire 6 siècles en avant. La classe en 2010. Vous avez vu les changements? C'est le jeu des 7 erreurs. Hein? Et maintenant, la belle affaire. We will discuss velocities and acceleration. Le prof donne son cours, ça passe sur les vidéos, ça enlève finalement des éléments de substance du campus et ça le transforme. Alors, pour aller plus loin, l'idée que je vous propose, c'est de considérer les rapports. J'ai parlé de l'utilité. Je veux redonner du sens à la présence. Mais malgré tout, des choses peuvent se faire à distance. Et je veux aussi reconsidérer ces facteurs d'enseigner et d'apprendre qui me paraissent toujours fondamentaux, même s'ils vous paraissent un peu bateaux. Alors, comment pourrons-nous organiser ça? C'est très simple. Vous avez la colonne de présence, la colonne de distance. Alors, présence veut dire en présence du formateur, d'accord? Distance, c'est à l'absence du formateur. Et vous avez ici enseigner et apprendre, enseigner ce que le formateur fait, apprendre ce que l'élève va acquérir, construire, co-construire. Alors, la formation traditionnelle, vous l'avez connu, l'enseignement se fait en présence. Il touche un collectif. On est dans l'acte de transmission. Vous voyez, dans un amphi comme celui-là, on parlait de la nécessité de revoir les espaces. Mais dans un espace comme ça, il est fait, on disait tout à l'heure, la culture du livre, la culture de la transmission, etc.
Et l'apprentissage, aïe aïe aïe, j'ai examen dans 3 semaines et je vais devoir connaître tout ça. Et je suis désespérément seul. L'enseignant, il a fait son boulot, il m'a donné cours. Maintenant, il me revient d'apprendre. L'idée d'une autre forme d'hybridation, c'est de se dire que, pas tout le temps, il y a des moments où un exposé est une bonne chose. L'étudiant attend que le maître s'exprime. Mais de remplacer ça peut-être par certaines formes à distance. Et j'ai pas pu m'empêcher en clin d'œil de mettre quand même pas mal de bouquins là devant pour essayer de les réutiliser ceux-là aussi. Et alors, l'apprentissage, je vais le remettre en présence. L'acte d'apprentissage, d'appropriation, de compréhension, d'application à des activités. Autrement dit, je libère le temps de la classe d'une grosse partie du transmissif pour faire des choses plus intéressantes dans la classe. Et ça donne cette idée, j'ai essayé de vous la construire, de flipped classroom. Oui, c'est arrivé aussi des États-Unis. Oui. C'est comme ça. Vous savez pourquoi? Allez, là, les Américains sont toujours en avance sur nous. C'est quand même bisquant, La réforme. Oui. Chez les catholiques, à l'apparition du livre, c'était quelque chose de terrible. Il n'y avait qu'un prêtre. Vous allez me dire, les livres, c'était la Bible. D'accord. Il n'y avait qu'un prêtre qui pouvait lire la Bible et donner l'interprétation. Et Luther s'empare de cette invention technologique qui est le livre et dit aux personnes qui le suivaient, avec ça, vous allez pouvoir accéder à la connaissance vous-même. Et c'est peut-être pour ça que dans les universités françaises et belges, on a toujours besoin d'un prof qui lit ce qui est dans le bouquin. Moi, je comprenais pas très bien. Je disais, chez lire, pourquoi est-ce qu'ils s'obligent à relire tout? Et chez les Américains, on dit, voilà, je vais suivre tel bouquin. Vous nous lisez les 2 premiers chapitres pendant 3 semaines et j'en discute avec vous. Vous avez une part de l'explication. Elle ne vient pas de moi. Elle vient d'un pédagogue avec qui je parlais de ces choses-là. Et donc, les classes inversées, la partie transmissive de la formation, si vous voulez, se fait à distance, et l'apprentissage basé sur les activités, interactivités se fait en présence. Alors, s'il vous plaît, ceci est une vision extrêmement réduite. C'est normal, ça vient des États-Unis. Des classes inversées. Parce que quand on lit dans les textes sur les classes inversées, il semblerait que ce soit toujours une vidéo avant le cours et on en discute pendant le cours. Mais non! Les technologies nous ont condamnés à devenir intelligents. Ça pourrait être le professeur qui demande à un groupe d'élèves de préparer quelque chose pour un prochain cours. Il y aurait un groupe qui fait une présentation, un groupe qui va proposer des questions, un groupe qui va proposer des exercices et un 4e groupe qui va faire une petite synthèse. C'est une classe inversée. La matière est travaillée avant la classe pour permettre de faire des choses plus intéressantes en classe. Donc, le modèle des classes inversées peut être utilisé dans des cas de circonstances différentes. La meilleure façon de le résumer, c'est lecture, les cours at home and homework in classes, c'est la façon de flipper. Alors, c'est quand même un tout nouveau métier pour les enseignants, puisqu'évidemment, on va réarranger les espaces-temps de l'enseigner et de l'apprendre. On va sans doute, on devra en débattre plus, pouvoir personnaliser différemment les apprentissages en tenant compte des styles d'apprentissage. Je l'ai dit, nous apprenons tous de manière différente. Des élèves sont du style « dites-moi », et d'autres sont « laissez-moi faire ». D'accord ? Je caricature un peu, mais nous avons des styles d'approche et qui peuvent varier en fonction des contextes. On n'a pas les mêmes styles dans un cours de maths et dans un style d'histoire. Et donc, voilà, tenir compte des styles, flipper les savoirs et les compétences. Ah oui! Vous connaissez, c'est un truc très très récent, taxonomie de Bloom, 1956. Alors Bloom disait qu'il y avait la connaissance, la compréhension, l'application, l'analyse, la synthèse, l'évaluation, la créativité. En fait, quand vous faites des classes inversées,
vous renversez la pyramide quelque part. Vous allez travailler par situation problème. Donc, on va analyser, synthétiser tout ce qu'on veut, trouver des idées, et on va aller convoquer les savoirs ensuite. Et ça va permettre de donner du sens. Monsieur, votre cours de dérivés, à quoi ça sert? Attends, tu verras après. Mais non, c'est une erreur fondamentale, il n'y a pas de vous verrez après. Vous dites à quoi ça sert, s'il vous plaît, avant de commencer un cours sur n'importe quoi. L'humain est motivé par des éléments liés à ses compétences et par l'utilité qu'il peut voir aussi dans ce que vous allez lui proposer. Travailler ordre et désordre, l'Internet, c'est une jungle d'informations, être capable de faire des recherches documentaires. Certains parleront de la carte et de la boussole, bon, il y a différentes approches. Travailler simultanément transmission et réappropriation, je vous l'ai dit 3 fois, je ne peux pas le dire plus, mais il n'est pas question de balancer l'ancien système, mais de trouver des hybridations finalement entre le nouveau et l'ancien système, la culture du livre et la culture des écrans, comme ça avait très bien été expliqué. On va devoir flipper les rôles. Ben oui, de temps en temps, les élèves deviennent ceux qui font le cours. Ils n'arriveront jamais, n'est-ce pas? Allez, des étudiants de 4 ans, et des étudiants de 12 ans, et des étudiants de 18. Moi, les profs de DIF, ils me disent « Mais qu'est-ce que tu veux, Marcel ?» Toujours avec un petit coup de coude, c'est agaçant. Ils ont 18 ans, ils vont avoir un cours de chimie, mais ils ne connaissent encore rien. Comment veux-tu commencer avec des situations problèmes? J'ai parfois envie de les prendre par la fenêtre. C'est irrespectueux. Ils ne connaissent encore rien. Mais ils ont eu des cours là-dessus quand même dans le secondaire. Ils ont vu la télé, ils ont vu des tas de choses finalement, parfois des conceptions fausses. Mais justement, apprendre, c'est transformer ces conceptions fausses en des conceptions peut-être plus correctes ou plus opérationnelles. Et ça, c'est intéressant pour les enseignants. Le concept de flipped classroom, on n'est pas obligé de tout flipper en une fois. Vous pouvez... Ah oui, il y avait des méthodes comme ça qui étaient exclusives en pédagogie. On fait la PBL, Problem Based Learning, ou on n'en fait pas. Non, les classes inversées, vous pouvez décider de le faire pendant 2 semaines. Alors l'évaluation, je vais très vite ici, quand même pour soutenir mon propos, parfois qui peut paraître un peu léger, on essaie de faire des recherches là-dessus et entre autres on a fait des recherches, vous avez l'adresse qui contient tous les éléments d'information. Vous savez, l'hybridation, c'est un concept un peu étrange parce que on peut hybrider entre 0 et 100%. 0% on reste dans la forme canonique traditionnelle et 100% on est dans le en ligne interactif avec toutes les ressources disponibles. Eh bien, dans la recherche ISUP, nous avons essayé de faire une typologie des dispositifs hybrides. Autrement dit, on a demandé à des centaines d'enseignants de décrire leurs dispositifs et ensuite, il y a eu des moulinettes statistiques qui nous ont dit « Oups !» Ces dispositifs sont caractérisés par 14 composantes différentes, les types d'accompagnement, les types de ressources, l'ouverture du dispositif, l'utilisation des outils synchrones et toutes ces choses-là. Et l'outil nous a dit, avec ces 14 composantes, je peux vous faire 6 types canoniques de dispositifs. Alors, je vous les montre rapidement. La scène, ça va? Minimum syndical, ça va. Alors, l'écran, c'est ce que je fais maintenant, d'accord? Je suis de type 2. Bon. Le cockpit, le professeur qui est aux manettes de la plateforme et qui ouvre un forum par-ci, envoie des exercices par-là, etc. Certains modules de formation en ligne ressemblent à ça. Des formations, évidemment, ici, centrées enseignants, c'est lui l'acteur principal. Alors, nous avons aussi montré des configurations centrées sur l'apprentissage, des configurations 4, 5, 6. L'équipage, l'enseignant s'installe au fond du voilier et dit à ses apprentis, tu fais ça, tu comprends pas, regarde, il faut, etc. Autrement dit, il devient le coach, on pourrait dire l'accompagnateur. Le métro, c'est l'espace de liberté
mais avec des postes, des critères, des temps. Il faut faire tel travail pour telle date. Le travail sera évalué, autrement dit, un espace de liberté avec des poteaux indicateurs, mais on peut finalement trouver des chemins alternatifs pour le parcourir. Et ce que nous avons appelé l'écosystème, c'est-à-dire pratiquement toutes les composantes sont saturées, l'accompagnement, les ressources, les communications synchrones, asynchrones. Alors ce qui est intéressant, je voulais vous montrer ça, je ne pourrais pas aller dans le détail, mais vous avez ici les 6 types de dispositifs hybrides que notre recherche a montrés. Et vous avez ici des facteurs qui mesurent chez les étudiants. Les dispositifs ont été construits à partir d'enquêtes chez les enseignants, mais nous avons été interroger leurs étudiants pour savoir si, entre l'intentionné par l'enseignant et le perçu par l'apprenant, il y avait une bonne cohérence. Eh bien, je dois vous dire ceci. Vous voyez par exemple une courbe orange, c'est la présence de ressources de type numérique. Vous avez en vert, là vous voyez les éléments de motivation. En vert clair, l'interaction. Vous voyez ici, elle n'est pas très fameuse. Et puis elle remonte dans les types. Alors, vous êtes nombreux. Je vous mets au défi de trouver des recherches qui montrent l'impact, non pas des technologies, elles sont là, mais l'impact des dispositifs pédagogiques dont on nous parle sans arrêt, centrés enseignants, centrés apprentissage, avec des effets qui vont ici entre 20 et 40%, et ici entre, allez, on va dire 70 et 85%. Nous avons un facteur 3. Dans la plupart des recherches que l'on fait sur la comparaison des dispositifs avec méthode active, sans méthode active, on doit recourir à des T de Student pour savoir si les moyennes sont différentes. Ben ici, nous en avons un facteur 3. Ce qui montre quand même que les hybridations des formes d'accompagnement, de ressources, des types d'outils différents provoque certainement des perceptions différentes quant aux apprentissages. Alors, certains, évidemment, me diront, oui, mais ce sont des perceptions. Ouais, ben, on va pas en sortir, hein. Oui, ce sont des perceptions. Et alors, il y a un problème. Les enseignants me disent, mes étudiants ne sont pas motivés. Allez voir les théories des motivations de Roland Villot, j'ai oublié les noms pour le moment, enfin, il y a plusieurs, Eccles, Wakefield, etc. Ils disent tous que la motivation, évidemment, a une part intrinsèque, mais démarre aussi des perceptions que l'apprenant fait du contexte. Ben, c'est exactement ce que je mesure ici. Les facteurs de motivation, de perception du contexte et donc d'engagement dans les apprentissages évoluent en fonction des formes hybridées. Alors, sur les classes inversées proprement dites, moi je me suis rendu compte en 2010 que je faisais des classes inversées déjà depuis pas mal de temps. Il n'y a pas encore beaucoup de recherches, sauf ici. Vous voyez, c'est high school aux États-Unis, c'est 14-18 ans. Hein. Ce sont des cours de mathématiques, calculus, c'est analyse ou quelque chose comme ça. On posait la question aux élèves sur est-ce que les classes inversées sont plus intéressantes, captivantes, motivantes. Sur l'échelle de droite, vous avez les pourcentages d'accord. Je suis motivé à apprendre les maths. Vous voyez là, il y a maths sans doute dedans qui fait encore un tout petit peu mal. Je préférerais écouter un professeur traditionnel qu'une vidéo par leçon. Il y a quand même un fameux désaccord cette fois-là. Ça, c'est amusant aussi. Je passe moins de temps à la maison à travailler les cours de maths. Hein, c'est un reproche des classes inversées, ça va donner trop de travail. Au lieu de donner du travail après, comme on le fait généralement, ici il est avant, et c'est quand même beaucoup plus fun de regarder des vidéos quand elles sont bien faites et de devoir faire les applications et les exercices en classe quand le professeur peut s'occuper de vous.
crois que c'est ça que les étudiants sont en train de dire. Et aussi, ils ont du mal aussi à... Ils disent ça, ils ne sont pas bien armés pour gérer leur temps, gérer leur activité. C'était un peu la citation de Montessori qui était à la fin, dire qu'on va donner des espaces de liberté sans vraiment former les étudiants au travers d'expériences, à l'autonomie, à la gestion du temps, etc., c'est peut-être tromper finalement l'étudiant sur cette notion de liberté. Des expériences qui se font aussi dans différents cours. Vous voyez, les contenus sont en ligne. Ici, vous avez un cours de 20-45. Bon, ça doit faire 1h20. Où le professeur valide tout d'abord ce que les étudiants ont appris au travers des vidéos pour s'assurer que le message principal est bien passé. Il y a du travail en groupe sur des applications et des exercices. Puis il y a des petites présentations par les étudiants eux-mêmes et puis des quiz pour terminer. Alors je suis pas en train de dire qu'il faut faire ça. Je suis en train de dire que l'activité en présence ne doit pas être une activité en présence, mais doit aussi faire appel au principe de variété, c'est-à-dire avoir différents styles d'activité qui permettent de mieux tenir compte des styles d'apprentissage. Alors ceci, je terminerai par là, c'est assez amusant. Ils ont fait des enquêtes sur les classes inversées chez les étudiants avant de mettre en place les classes inversées. Du style je pourrais très bien apprendre avec des vidéos, je trouve intéressant de prendre connaissance de la matière avant pour pouvoir en discuter. Et ils ont fait ça avant le cours Flipboard Classroom, et après. Et on se rend compte qu'avant le cours, les élèves étaient quand même beaucoup plus orientés vers les formes traditionnelles, hein. Ne nous enlevez pas notre prof, nous on aime autant avoir cours, vous nous dites la matière, on l'apprend. Et c'est amusant de voir qu'après le cours lui-même, ça s'est renversé, les classes inversées sont devenues de plus en plus intéressantes. Et ça me fait penser aussi à un principe pédagogique important, qui est celui, quelles que soient les méthodes pédagogiques que vous mettiez en place, et quels que soient les objectifs que vous voulez rencontrer avec ces méthodes. Qu'est-ce que je veux dire? Votre objectif, c'est que les étudiants apprennent davantage à travailler en équipe et en classe, vous faites des travaux de groupe. Explicité. On ne peut pas simplement mettre des méthodes en disant aux étudiants « Allez, maintenant, mettez-vous en groupe, voilà un exercice ». Il est important que l'enseignant explicite. Et ce n'est que l'explicitation qui permettra à l'élève de se rendre compte qu'il a progressé ou pas dans ce type de compétences, dans des optiques qui ressemblent à l'auto-évaluation, la co-évaluation et ce genre de choses. Alors, je termine avec un cours que je donne depuis pas mal de temps. Vous voyez, les chiffres là, ce sont des semaines, ce sont des cours en présentiel. C'est un cours que je donne, vous verrez les dates apparaître. Eh bien, mon premier cours, chers étudiants, ravi de vous accueillir dans ce premier cours. Le cours en présentiel n'aura pas lieu. En lieu et place, vous aurez une vidéo de 50 minutes, scandée en différents chapitres, qui contient tous les éléments de référence que je vais utiliser pendant ce cours. Regardez-la, à la semaine prochaine. Si je fais ça, oui, évidemment que les étudiants ne vont pas regarder la vidéo. Vous ne le feriez pas, n'est-ce pas? Par contre, je leur dis, 2 jours avant le cours prochain, c'est-à-dire, vous voyez, le 26/9, je souhaite que chacun d'entre vous me mette 2 ou 3 lignes dans un forum, me disant les avis, les opinions, les suggestions, les questions, etc. 2 jours avant le cours, je regarde le forum, il y a 0 commentaire.
J'envoie donc une annonce instantanée aux étudiants. Pas aux États-Unis, aux étudiants. Chers étudiants, mon cours c'est mardi prochain, nous sommes dimanche soir. J'ai besoin impérativement pour demain matin de vos commentaires, avis, suggestions, questions. Une demi-heure après, j'en ai 20. Ça montre aussi que la gestion d'un dispositif, c'est une affaire de finesse. Si on vous demande à vous, dis, est-ce que tu pourrais pas écrire un article pour ma revue? Ah oui, c'est pour quand? Dans un mois? Oui, ça va. Et puis un jour avant, on dit, t'as pas oublié mon article? Nos étudiants, ils sont pas tellement différents de nous. Il faut donc les piloter. Ensuite, je fais du peer instruction. Je donne à des groupes des thèmes à travailler, comme je vous ai expliqué. Et voilà, ces deux cours-là, ce sont les étudiants qui viennent présenter, qui organisent les débats, qui font des synthèses. Tout ça, c'est des formules de classe inversée. Hein. Il y a un travail sur les savoirs avant, de manière à faire d'autres choses pendant le cours. À distance, ils se mettent en groupe, ils travaillent sur différents thèmes. Et puis, vous voyez, un mini-colloque. Chaque groupe vient présenter l'état de son travail. J'insiste auprès des étudiants, c'est un travail provisoire. Vous savez, quand on va à un colloque, on demande de remettre un projet de communication ou quelque chose comme ça. Les étudiants les présentent à nouveau à leurs condisciples et aux professeurs, qui leur donnent des conseils d'amélioration à partir de critères que je leur ai donnés. Je leur ai donné les critères. Ah oui, il y a des profs qui me disent, on peut pas faire ça, hein. Donner les critères d'évaluation. Mais les étudiants vont se plaindre. Ouais, mais enfin, il faudra arrêter un peu ce jeu, quoi. Si vous évaluez et que vous demandez que les étudiants soient davantage capables d'esprit critique, d'évaluer, etc., il faut leur donner des exemples d'évaluation. Et donc, mes étudiants évaluent à propos de mes propres critères les travaux de leurs collègues. Ils publient des évaluations, les groupes en tiennent compte, et à la fin, ils me remettent d'excellents travaux. Qu'est-ce que vous voulez? Alors voici un exemple de dispositif hybride qui contient au-dessus du travail en ligne, en dessous, à votre gauche, des classes inversées, de l'instruction par les pairs, un mini-colloque, etc., etc. Alors je ne dis pas que vous devez faire ça, je dis simplement, c'est une illustration que j'essaie de mettre en place du principe de variété. Alors ça s'appelle pas un MOOC, ça s'appelle un TORC. Ça va? C'est pas massif, c'est tiny, hein, c'est gentil. C'est pas open, c'est open with restriction. Vous avez vu toutes les dates là? Il faut faire telle chose pour telle date, mettre dans le forum l'évaluation, etc. Il y a des balises. Il y a des consignes, il y a des indicateurs. Alors, j'essaie de travailler la qualité, l'efficacité. Ben voilà. Et donc, voilà quelques compétences que mes étudiants... voilà des situations d'apprentissage que je mets en place en espérant que mes étudiants développent tel type de compétences. Et bien sûr, je les documente sur ces compétences, sinon ça ne peut pas aller. Alors, si ça vous intéresse, je termine avec ça. Si vous allez sur le site iSup et que vous pensez à un dispositif en ligne, vous allez avoir différentes questions et vous allez être situé entre la scène, l'écran, le cockpit, etc., etc. Question d'outils, je vais très vite là-dessus. Vous connaissez sans doute cette caricature que j'ai un jour demandé à un dessinateur de faire pour moi. C'est le grand risque qui nous guette avec les technologies, la fossilisation des pratiques. Alors, vous voyez, l'enseignant qui utilise les moyens traditionnels, regardez son regard envieux surtout. L'enseignant qui utilise les nouvelles technologies, mais il les utilise pour faire la même chose qu'avant, ça marche pas bien. Vous riez, mais ça c'est 60 à 70% des recherches sur l'impact des technologies. On ne trouve pas de résultats parce que les enseignants refont la même chose qu'avant avec les nouvelles technologies. Il n'y a pas de valeur ajoutée d'improvement, d'amélioration par rapport à ça. Ma conclusion, le rapport entre technologie et pédagogie.
les technologies peuvent, on sent bien, il y a un potentiel là, contribuer au développement pédagogique, mais pour que les technologies apportent une valeur ajoutée à la pédagogie, il faut que la pédagogie change. Ça veut dire qu'appliquer les technologies dans un cours qui reste éminemment transmissif, ben, je ne crois pas que vous allez acquérir grand-chose. Et donc, on est clairement dans une vue très systémique qui dit il y a un effet des technologies sur la pédagogie si la pédagogie se transforme de manière à être accueillante, si vous voulez, pour ces technologies et permettre aux technologies d'apporter leur valeur ajoutée. Alors, ben voilà, vous avez ici, je vais le laisser peut-être un petit peu, 2 articles récents, hein, c'est pas des articles scientifiques, il y en a un, c'est écrit pour une association qui s'appelle Le Grain, l'émancipation par l'éducation, la formation, etc. Et un autre qui renvoie sur mon blog à propos des classes inversées. Je crois que vous trouverez ça facilement. Merci pour votre attention. Donc un grand merci à Marcel Lebrun pour sa brillante intervention. Comme tout à l'heure, c'est le moment des questions. Donc on va faire circuler des micros dans la salle et on est content d'accueillir aussi Pascal Cotentin. Oui, une question à laquelle je trouvais une réponse partielle pendant votre conférence. Je me suis posé la question au moment où vous avez présenté les classes inversées. Si on peut les appliquer à l'école primaire, aux élèves plus jeunes, parce que le principal reproche est l'autonomie supposée des élèves pour suivre ce type d'enseignement. Donc là, j'ai cherché sur Google pendant votre conférence. Je suis tombée sur un Scoopit, école primaire, classe inversée école primaire. La conclusion est l'apprentissage inversé ne laisse donc pas indifférent. Il faudrait, mais certaines pratiques restent nous laissent dubitatifs. Donc il faudrait soigneusement vérifier les avantages, parce que tout ce qui vient des États-Unis n'est pas forcément bon. Voilà, donc vous avez déjà une partie de la réponse. Votre avis? Oui, mais votre réponse ne me satisfait pas. Non, sérieusement, j'aime toujours bien, vous l'avez remarqué, raconter avec des anecdotes, parce que je pense qu'elles donnent aussi du sens finalement à ce qu'on peut dire. Alors, j'étais à l'Académie Trins. J'étais devant un parterre d'instituteurs et d'institutrices. Et j'explique les classes inversées, c'était pas environ la même chose parce que ici j'ai essayé un peu de naviguer entre différents niveaux et je suis surpris, je remballe mon ordi, quelqu'un vient vers moi, une institutrice, et elle me dit « Monsieur Lebrun, c'était bien, hein, mais vous savez, à l'école primaire, vous enfoncez des portes ouvertes. » Qu'est-ce que c'est de ça? Effectivement, la question est la vôtre, oui, mais à l'école primaire, elle me dit, vous enfoncez des portes ouvertes. Et elle m'explique, elle me dit, mais vous savez, les classes inversées à l'école primaire, mais c'est ce qu'on fait tout le temps. C'est pas la peine de... Bien sûr, si vous traduisez le modèle, on montre des vidéos aux petits minouchets de 6-7 ans et on leur demande de faire un débat. Mais non, ça va pas aller. Il faut extrapoler ou intrapoler quelque part. Et elle me disait, voilà, un vendredi, je dis à mes petits élèves, voilà, vous allez aller chez papa, maman, peut-être chez grand-mamie, etc. Essayez de découper dans leurs journaux, hein, vous direz que c'est pour l'école, des photos d'hommes politiques, etc. Et lundi, on va faire un travail ensemble. Et les enfants sont venus avec les photos de vos hommes politiques sans doute, et elle a commencé à expliquer le Premier ministre, le Sénat, le Parlement, l'Assemblée, etc. C'était des classes inversées.
C'était des classes inversées. J'ai vu cette institutrice, c'est une de mes élèves, je donne des cours en formation d'enseignants, arriver avec ces vidéos où je vois des enfants de 7-8 ans, je vous l'ai dit, qui sont en train d'expliquer, ils ont dessiné sur la tablette, je sais pas, 17 fois 101, et puis ils disent c'est 17 fois 100 plus 1 fois 17, et ils ont fait ça avec un crayon sur la tablette, et puis l'institutrice met le projecteur, elle dit voilà Jérémy, tu viens expliquer, et alors il explique la manipulation, vous voyez le sourire de l'enfant? Alors ici, on n'est pas dans la consommation des vidéos, on est en train d'apprendre aux élèves à construire des messages vidéo, je crois qu'on va encore plus loin. Et voilà, c'est peut-être pas suffisant. Oh, vous savez, moi j'attends pas, bien que je viens d'une université, hein, j'attends pas des résultats scientifiques sur les classes inversées. C'est un peu comme si on demandait à un physicien de citer Newton, Principia Mathematica. Il y a des choses qu'on sait bien. Les théories de la motivation nous disent qu'il faut donner des activités avec du sens, que c'est au travers des activités que l'élève va construire. Tout ça est déjà connu. Et donc les classes inversées, elles ne prennent que des principes existants, elles les mettent ensemble avec une sauce technologique parce qu'il y avait des choses qu'on ne savait pas faire autrement. Ça doit fonctionner, j'ai envie de vous dire. Et les recherches qui sortent sur les classes inversées ont plutôt l'air d'aller dans cette tendance-là. Et j'ai envie de dire aux enseignants, n'ayez pas peur. Expérimentez, mettez-vous en posture de chercheur. Essayez, moi, dans mes classes inversées que je faisais depuis longtemps, mais il y a des années, je donnais des textes, ça marchait pas bien. Et puis, j'ai donné un texte et un bloc, ça marchait mieux. Et puis, j'ai mis une vidéo et j'ai demandé à mes élèves, qu'est-ce que vous préférez? Allez-y dans l'expérimentation. On n'a pas de réponse à toutes ces questions-là. Donc voilà ce que j'ai envie de dire. Je pense que c'est positif hein, de expérimenter, essayer dans un cours de faire une petite inversion. Mais faites attention, si vous faites ça dans un cours, vous risquez de mettre la doigt dans une machine très, très motivante. Bonjour, je suis tweeteuse et donc je vous suis. Et j'avais été interpellée par un de vos tweets qui disait et qu'en est-il du regard dans l'apprentissage et comment ces technologies contournent-elles cette spécificité humaine? Et c'est vrai que suite à votre intervention, je me pose encore la question. Oui, c'est une vraie question. Hein, donc, si je la mettais dans Twitter, j'avais été interpellé dans un article qui parlait du regard, hein, ceux que j'arrive à capter très vite, oui, mais dans les 3-4 premières rangées ici. Alors, quelque part, imaginons, je crois que des psychologues pourraient nous parler de ça beaucoup mieux, que oui, il y a quelque chose dans le regard qui probablement au travers de l'écran où le professeur ou le locuteur se met quand même dans une position d'interviewer ou quelque chose comme ça, il y a sans doute une perte au niveau de l'importance de ce regard. Mais j'ai envie de vous dire, encore une fois, comprenez-moi bien, quand je donne maintenant, là, je viens de faire ça, un cours magistral, ben oui, je vois certains regards, il y en a d'autres, ils sont comme ça, mais c'est pas vraiment, on n'est pas dans l'interaction humaine par rapport à cette portée du regard. Mais c'est pas là qu'est le propos. Moi, je dis, dans les classes inversées, en redonnant du sens à la présence, on va peut-être aussi redonner de l'importance au regard. Regardez un petit peu. Cette vidéo que j'ai vue la semaine passée de ce petit garçon qui expliquait la multiplication, qu'est-ce que je vous ai dit? Vous auriez vu son sourire. Et donc, je pense qu'on n'est pas là de nouveau avec les classes inversées dans un système qui va déshumaniser, couper le regard, etc. On est là dans une solution qui pourrait, le potentiel, redonner du sens à la véritable interaction et à la proximité.
Voilà un peu ce que je voulais dire, mais si vous me suivez sur Twitter, vraiment, c'était une vraie question. J'attends que des personnes de communication ou de communication sociale ou de psychologie éclairent un peu sur cette importance quand nous captons, nous, le locuteur, un regard quelque part de quelqu'un qui... Voilà. Et tout de suite, il y a une rétroaction qui se passe et vous allez dire autre chose que ce que vous auriez dit. Et donc, je pense que c'est très important, mais encore une fois, je ne pense pas que la méthode soit là pour atrophier ce regard. Au contraire, c'est peut-être pour lui donner plus de temps, plus d'espace pour s'exprimer. Une autre question? Eh bien, nous allons nous arrêter là, à ce moment-là, et remercier encore Serge Tisseron et Marcel Lebrun.